Bienvenue pour ce débat d'avant-premier tour spécial législative. À mes côtés, Laurent Dubois, notre journaliste politique de la rédaction. Bonsoir Laurent. Bonsoir Patrick. Durant une heure, 4 candidats vont échanger et confronter leurs idées. Nous vous les présentons dans quelques instants. Mais tout d'abord, voici le territoire sur lequel ils ont fait campagne et sur lequel ils veulent être élus députés. Il s'agit de la 9e circonscription de Haute-Garonne. Elle s'étend des quartiers toulousains de la Terrasse ou Montaudran à Rangueil, en passant par Ampalo, Bagatelle, mais aussi Portet-sur-Garonne jusqu'à Labarthe-sur-Lèze. Alors, pourquoi le choix de cette circonscription ce soir ? Parce que vous allez le voir, ce territoire concentre des problématiques qui vous intéressent tous et sur lesquelles nous allons débattre. L'emploi, la politique de la ville, la transition écologique et enfin les universités. Alors avec un fil rouge, vous l'avez deviné, ce soir aussi, quelque part, l'avenir de nos jeunes. Mais avant cela, le portrait de cette 9e circonscription de Haute-Garonne, signé Corinne Lebrave. C'est un territoire multiple. Communes rurales et quartiers urbains, banlieues multiculturelles, grands pôles économiques et scientifiques. La 9e circonscription compte 135 000 habitants, ce qui en fait la 5e plus peuplée de la Haute-Garonne. Elle s'étend de Ramonville-Sainte-Agne au nord et jusqu'à Lagardelle-sur-Lèze et Onne au sud, en passant par Portet-sur-Garonne et les quartiers populaires de Bagatelle, Ampalo et Papus. L'université y est très présente avec la faculté Paul Sabatier. 31 200 étudiants toulousains, soit 1 sur 3 environ, résident à Rangueil, la plus grande zone estudiantine de la ville. C'est aussi un pôle scientifique de santé et de recherche important avec l'Oncopole, 1200 professionnels, et le CHU de Rangueil, 14 000 salariés, soit un total de 15 200 personnes, sans compter les patients. La circonscription est traversée par une partie de la rocade et les milliers de véhicules qui l'empruntent tous les jours. Elle possède également une vaste zone commerciale, 214 000 mètres carrés de boutiques à Roques et Portet-sur-Garonne. La 9e, c'est également AZF et 2 sites Céveso sur les 15 du département, Line France à Portet-sur-Garonne et Airbus Safran Launcher à Toulouse. Avec nous ce soir, 4 candidats de cette 9e circonscription, 4 candidats qui nous allons demander à tour de rôle pourquoi ils veulent être députés. Sandrine Meurtre, bonsoir. Vous êtes candidate sous l'étiquette La République En Marche. Alors en quelques mots, députée, pourquoi faire ? Alors, je pense que je suis la seule candidate aujourd'hui à ne pas être représentée par un parti solide et ancien. Donc j'ai une candidature peut-être un petit peu atypique. Peut-être parce que jusqu'à présent, mon métier de journaliste, vous le savez, documentaliste, faisait qu'on ne s'affichait pas à côté non plus de politique connue. Mais par contre, c'est quand même mon métier que j'ai pratiqué pendant une trentaine d'années, sur le terrain exclusivement, qui m'a forgé cette connaissance très intime de toute notre sociologie de territoire. C'est-à-dire que j'étais autant dans les salles d'intégration d'Airbus, ou de Matra, du CNES, qu'à la prison de Seyss, autant à l'orchestre du Capitole qu'au marché de Bagatelle ou de Pinsagal, où j'ai un bon accueil. Et c'est vrai que c'est cette connaissance-là et mon investissement dans les associations, une dizaine d'années sur Médecins sans frontières, sur les pays en guerre, comme le Rwanda, le Sri Lanka, le Burundi, une dizaine d'années aux côtés d'Handicap International pour casser un peu les tabous, et puis ensuite une dizaine d'années ici, dans les associations, qui ont fait que c'est mon engagement qui m'a fait tilt quand Emmanuel Macron a proposé sa candidature, de l'ouvrir, sa candidature à la société civile. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? J'ai candidaté, et sur 19 000 candidats, je suis sortie du lot, voilà. Merci à vous. Face à vous, le député socialiste sortant, Christophe Borgel. Bonsoir. Même question, vous qui l'avez déjà été. Pourquoi vouloir être à nouveau député ? Parce que je veux être à l'Assemblée nationale un député constructif et vigilant. Constructif parce que je veux la réussite du quinquennat, autant le dire clairement. Je crois que la France ne peut pas se permettre d'attendre 5 ans et je ne fais pas comme d'autres le pari de l'échec. Quand on voit par exemple la panne de l'Europe, et je soutiendrai la volonté du président de la République d'avancer vers une Europe qui protège. Mais en même temps, je serai à l'Assemblée nationale un député vigilant parce que je veux que la justice sociale soit le fil conducteur de ce candidat. Et je veux le dire aussi clairement, je ne soutiendrai pas la baisse de la suppression de l'impôt sur la fortune ou la hausse de la CSG pour les retraités. Puis un député, c'est aussi le représentant d'un territoire. Et la 9e circonscription qui a été présentée, il n'y a pas les quartiers de la Terrasse, même si certains les ont mis dans leurs documents, c'est aussi le représentant d'une petite France, parce que la 9e circonscription avec les quartiers populaires de Toulouse, la campagne à Lagardelle, ou une ville d'universitaires qui a mis le handicap au cœur de sa vie, Ramonville-Sainte-Agne, c'est une petite France. Et il faut en défendre les projets, il faut en défendre les problèmes,
à l'Assemblée nationale. Alors également avec nous, la candidate Les Républicains, Simone Posin-Fornier. Bonsoir à vous. Alors en quelques mots, député, pourquoi faire ? Alors, député, pourquoi faire ? Je pense que déjà, être député, la première mission, c'est de représenter les Français et de faire vivre le débat d'idées au sein de la démocratie. Cela n'empêche pas d'alerter sur ce qui ne va pas. Ensuite, le travail, c'est d'examiner, amender et faire un travail en commission. Ce travail, femme de dossier, je le ferai tout en étant à la fois dans un esprit constructif, mais sans déroger à mes convictions profondes. Ensuite, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Parce que, en fait, après 38 ans de carrière dans la recherche et l'innovation, j'ai l'envie farouche de faire évoluer le cadre législatif et de défendre nos concitoyens. Donc j'ai décidé de mettre au service du bien public les notions que j'ai apprises dans ma carrière professionnelle, qui sont le travail en équipe et la conduite de projet. J'ai la ferme intention d'alléger, d'une part, les réglementations et également, à côté de mes concitoyens et des acteurs de terrain, essayer de favoriser les mesures à la fois de bon sens et efficaces. Merci à vous. Enfin, la France insoumise est également représentée sur ce plateau. Manuel Bompard, bonsoir. Bonsoir. Alors, député, pourquoi faire ? Mais d'abord parce que notre circonscription, comme notre pays, est confrontée, je crois, à une triple crise. Crise sociale avec le chômage qui atteint des records, crise écologique avec un sujet, la transition écologique autour duquel on ne peut plus tourner aujourd'hui, crise démocratique quand on voit l'abstention, notamment dans les quartiers populaires de notre circonscription. Et si l'élection présidentielle a permis d'élire un président de la République, je crois qu'elle n'a pas permis de trancher les grandes questions auxquelles est confronté notre pays et que c'est l'objectif de ces élections législatives. Il s'agit de déterminer quelle majorité va gouverner le pays dans les 5 années qui viennent. Pour ma part, je défends dans cette élection le programme L'Avenir en commun, qui est le programme qu'a porté Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, qui a fait 7 millions de voix. Et je pense qu'on peut être majoritaire et appliquer ce programme. Dans l'hypothèse où on est majoritaire, je mettrai donc en œuvre des réponses à ces urgences sociales, écologiques, démocratiques. Dans l'hypothèse où nous ne sommes pas, je combattrai les mauvais coups de M. Macron qui s'apprête à faire, que ce soit sur la loi travail, que ce soit sur l'augmentation de la CSG, une augmentation de 300 € par an pour des retraités qui gagnent aujourd'hui 1 200 € par mois, que ce soit sur l'impôt sur la fortune, je pense qu'on va y venir sur le débat. Donc bien sûr, l'objectif d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir lutter contre les mauvais coups de M. Macron. Merci à vous quatre pour cette introduction. Je précise que nous avions également invité Héloïse Terotaoumiou, la candidate du Front National, mais elle a décliné notre invitation. Autre précision, vous allez voir s'afficher à l'écran l'ensemble des personnes et partis candidats sur cette 9e circonscription. Ils sont 13 en tout. Il aurait été impossible d'organiser un débat avec autant d'intervenants, mais certains d'entre eux auront la parole ce soir, comme c'est le cas à présent, pour ouvrir le premier thème de discussion de cette soirée, l'emploi. On écoute à ce sujet la candidate du Parti communiste, Véronique Blancier. Donc je m'attacherai à ce que les entreprises qui veulent investir dans l'emploi, mais surtout la recherche, puissent bénéficier d'un crédit à taux zéro, tandis que les entreprises qui, elles, focaliseraient sur la rentabilité et uniquement là-dessus seraient sanctionnées. Parce que je crois qu'à un moment donné, les lois elles doivent servir à soit favoriser, réorienter l'argent, soit à sanctionner. Ma première mesure, ça serait de réinjecter de l'emploi dans les quartiers populaires. Réinjecter de l'emploi parce que les gens ont besoin de s'habiller, d'acheter de l'électroménager, etc., etc. Et parce que, effectivement, une production locale de proximité qui pourrait employer des gens du quartier serait vraiment la bienvenue. Alors, les quartiers populaires ou défavorisés, c'est selon le terme qu'on va employer, feront l'objet de notre second débat. Pour l'heure, on ouvre le premier chapitre de cette émission consacrée à l'emploi. Alors, la polémique sur le projet de loi de réforme du Code du travail bat déjà son plein cette semaine. Pour la mener à bien, le nouveau président va avoir besoin d'une majorité. Alors, on va ouvrir ce premier débat sur l'emploi. Laurent Dubois. Oui, alors pour ouvrir ce débat, Christophe Borgel, faut-il absolument réformer le Code du travail pour créer de l'emploi ? Et pour vous, quel levier peut être utile dans la lutte contre le chômage ? Moi, je préfère un triptyque et investir, former et accompagner pour créer de l'emploi et pour permettre aux chômeurs les plus loin de l'emploi, ceux qui sont en plus grande précarité, d'y revenir dans l'emploi.
investir, et plusieurs candidats à la présidentielle ont proposé un grand plan d'investissement dans la transition énergétique, dans l'équipement haut débit de l'ensemble du territoire national pour avoir l'accès à Internet. C'est pas utile de réformer le Code du travail. On l'a fait dans des conditions difficiles. Il y a des possibilités d'avoir des accords dans les entreprises. Je serais assez partisan de mettre en œuvre ce qui a été adopté et de l'évaluer. En toute hypothèse, je l'ai dit là aussi de façon claire, je ne soutiendrai pas une réforme par ordonnance. Et donc, je préfère qu'on agisse sur l'investissement, sur la formation, parce qu'elle est aujourd'hui peu concentrée sur les chômeurs, et il faut le faire, et sur l'accompagnement en particulier de ceux qui sont le plus loin de l'emploi. Alors Sandrine Merck, pourquoi réformer aujourd'hui le Code du travail? Pourquoi c'est peut... prioritaire? On sent bien que c'est la priorité d'Emmanuel Macron. On ne peut pas décréter qu'on est effectivement pro-majorité présidentielle en attaquant dès le départ sur les tout premiers points concernant l'emploi. Moi, je pense que baisser le coût du travail, donc baisser les cotisations sociales pour favoriser les embauches et être plus compétitif, c'est le nerf de la guerre, voilà, c'est tout. Il faut arrêter. C'est pas le Code du travail. Est-ce que vous entendez la réaction de M. Borget qui dit « touche pas à mon Code du travail ». Bien sûr. Que ça, vous l'entendez? Non, mais parce que pour faire ça, il va falloir toucher au Code du travail. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, on est sur les très petites et moyennes entreprises. C'est 94% de notre tissu économique ici en Occitanie. Il faut arrêter de confondre tous les patrons. La plupart veulent de la croissance et créer de l'emploi. Il va falloir simplifier les démarches administratives. Il va falloir réduire les charges, en particulier sur les salaires, etc. Attribuer une place centrale à la négociation au sein de l'entreprise. Modifier le barème des prud'hommes. Tout ça, c'est nécessaire pour... C'est le nerf de tout le combat, là. Le levier, comme on a le utilisé levier le terme. est alléger et libérer l'emploi qui ne demande qu'à s'exprimer. Manuel Bompard. Moi, je crois à l'inverse, en fait. Je pense que là, vous affirmez quelque chose qui est que réduire le Code du travail ou le détruire le Code du travail... j'ai pas dit détruire le Code du travail. ...va permettre de créer de l'emploi, sauf que c'est j'ai la pas politique dit détruire le Code du travail. Où est-ce que vous avez avez entendu ça? J'ai dit que c'est le Code du travail, il fait 3809 pages. Oui. La loi doit évoluer avec la société, D'accord, c'est d'accord. tout. Il y a du télétravail. Non, mais là, c'est un mot. Ne vous arrêtez pas sur le mot, alors. Ne vous arrêtez pas sur le mot. Ne dites pas vous voulez remettre en cause le droit du travail et je veux le rajeunir. Bon, si vous voulez, on va faire un débat sur les mots, mais je pense que le fond de votre politique est connu. Détruire et rajeunir, c'est pas du tout pareil. Vous considérez que c'est en baissant... Ah, mais si vous ne me laissez pas parler, ça va être difficile. Non, mais commencez pas par des mots qui sont complètement Vous considérez qu'en baissant le coût du travail, finalement, on va créer de l'emploi. Je vous dis, très bien, mais ça, c'est une affirmation. Or, la politique qui a été mise en place ces dernières années, qui s'inscrivait dans la même logique, notamment le crédit impôt compétitivité emploi, n'a pas créé les emplois qui avaient été annoncés, y compris par le MEDEF. Or, moi, je considère qu'il faut faire quelque chose de tout à fait différent, qu'il faut au contraire investir de l'argent public pour relancer la machine économique qui est aujourd'hui à l'arrêt. Nous, on propose un plan d'investissement de 100 milliards d'euros par l'emprunt pour investir dans la transition écologique, dans le numérique, dans l'économie de la mer. Je pense qu'il faut partager le travail, parce que du travail aujourd'hui, des chômeurs, il y en a beaucoup. Donc partageons le travail, travaillons moins pour travailler tous. Partageons le travail dans la semaine en appliquant réellement les 35 heures. Partageons le travail dans l'année en instaurant une 6e semaine de congés payés. Partageons le travail dans la vie avec la retraite à 60 ans. Or, c'est l'inverse que vous voulez faire, puisque dans le projet de réforme de la loi travail que vous proposez notamment de revenir sur la taxation des heures supplémentaires, c'est-à-dire que vous allez en fait allonger la durée du travail pour les citoyens. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Simone Posin-Fournier, vous proposez-vous de libéraliser ou du moins de rendre la liberté sur l'organisation du temps de travail. Ça, c'est prévu dans la réforme Macron. Donc, est-ce que vous rejoignez Sandrine Merck et je le parti qu'elle rejoins représente? Sandrine Merck sur un certain nombre de points pour avoir discuté avec des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises de PME, PMI. Je pense qu'il faut effectivement, pour libérer l'emploi, inciter à la liberté d'entreprise, à baisser les charges et diminuer les normes qui pèsent sur nos entreprises. Il faut aussi restaurer un système de formation professionnelle efficace en cohérence avec le marché de l'emploi. Défiscaliser les heures supplémentaires pour donner du pouvoir d'achat, améliorer, comme l'a dit Christophe Borgel tout à l'heure, et là je le rejoins, pour développer le haut débit fixe et mobile partout sur notre territoire, ce qui est un facteur d'installation d'entreprises locales et de télétravail. Donc ce sont des points sur lesquels, effectivement, il faut appuyer. Je voudrais aussi inciter les banques à injecter de l'argent dans l'économie réelle. C'est possible, ça ?
Comment on peut faire ça? Il faut simplement, tout simplement les inciter au sens d'avoir un gagnant-gagnant entre prendre des risques pour financer des prêts à taux bas pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises. Je pense que c'est le rôle aussi des banques de jouer le rôle de la prise de risque en relation avec les entrepreneurs. Vous connaissez le nombre d'entreprises qui se cassent le nez parce que la banque ne leur aura jamais dit oui? Je veux dire, elles sont légion. Faire un pôle public bancaire, madame. Et c'est ça qui casse aussi la dynamique. Mais on fait comment? On met un revolver sur la ligne du banquier? Comment on fait concrètement? On peut le faire. On assouplit les règles. Donc, du les travail. règles, ça permet aux banquiers de prendre des risques et éventuellement de on ne peut pas les s'engager. assouplir comme ça dans un cadre franco-français, Madame Murch. Non, mais Les d'accord. règles bancaires, elles correspondent aussi à des règles européennes moi, je vous parle- pour éviter des obstacles qu'on ait les crises d'avant. Bien sûr. Non, mais Ce qu'il faut faire... Moi, je vous parle juste des obstacles auxquels se heurtent les chefs d'entreprise qui n'ont soit pas une banque qui ne suit pas. Moi, je ne vous parle pas avec votre langage à vous, je les maîtrise mais pas. attendez, ne faites pas ça. Vous n'allez pas faire, Madame Murch, vous n'allez pas faire tout le débat en disant simplement, moi non, j'ai un langage à moi qui est le vrai langage de la c'est la fierté. première fois que je Vous le avez Donc, été élu attendez, 13 ans. je finis juste. Vous avez été élu 13 ans dans un conseil municipal. Donc, Alors là, j'ai été élue. Alors attendez, ne faites pas celle qui on a le droit n'a jamais mis Allez-y. les Donc j'ai été 3 fois en mandat municipal parce que je m'intéresse aux communes où j'habite, donc une fois à Donc Fenouillet vous l'avez et 2 été fois et 2 fois le maire de Roquette. Avec une étiquette ou sans étiquette? Sans étiquette, mais les mairies étaient pas d'hiver socialistes. gauche? Voilà, c'était des. C'était pas d'hiver gauche? Mairie de gauche. Ah, moi, je n'avais pas d'étiquette. Moi, j'ai jamais été dans aucun parti. Mais par contre, ça m'intéressait d'être dans une municipalité pour y travailler. Voilà, c'est tout. Bon, on va revenir à l'emploi citoyenne. peut-être, hein? C'était pas du tout politique et c'était pas pense 30 pas. ans de carrière dans On un va parti peut-être politique. revenir à l'emploi. Je respecte tout à fait votre parcours, Mais mais non, ce qui non, mais très m'intéresse, bien. c'est la une politique que vous voulez mettre en œuvre. Bien Et sûr, celle-là, je par contre, comprends. je ne suis pas d'accord avec. Vous parlez à juste titre des difficultés des petites entreprises. Vous savez, ici, autour de la table, il y a beaucoup de gens C'est qui connaissent la vie 50% réelle. d'emplois. Pour ma part, je travaille dans une Mais j'ai petite jamais dit le entreprise dans la contraire. circonscription. Je ne crois pas être un professionnel de la politique. Mais j'ai jamais dit ça, Mais si vous voulez répondre à n'anticipez la pas. question, si vous voulez répondre à la question des problèmes des petites entreprises, notamment dans l'accès au crédit, moi je vous dis par exemple, on met en place un pôle public bancaire, voilà, une licence bancaire pour la banque publique d'investissement pour qu'elle puisse la banque publique d'investissement. pour qu'elle puisse permettre, oui, mais Créée elle n'a pas par de licence François bancaire Hollande. aujourd'hui, Créée par Monsieur François Borgel, et Hollande. vous le savez, Mais elle peut quand même faire prêt aux pour qu'elle entreprises. puisse faire je propose Monsieur par exemple Bompard. de financer par la puissance finance. publique ce qu'on appelle l'escompte des petites entreprises. bien sûr, mais voilà. ça, vous on peut avez- faire des choses. Non, Mais mais me dites évidemment. pas, vous n'apportez pas de réponse concrète. Simone, Sauf on que passe quand la vous faites un journée sur projet pas comme la loi Cette travail, incitation des banques, L'entrepreneuriat attendez, on social, va c'est aussi rééquilibrer le quelque temps de chose qui parole. marche très bien. L'incitation des banques, je crois qu'effectivement, il faut vraiment les pousser à prendre des prises de risques, puisque de toute manière, ils se rémunèrent aussi sur l'argent des contribuables et des déplacements. Donc, favoriser comment dirais-je, les prêts à taux bas pour les créateurs d'entreprises et pour l'emploi, c'est aussi pour eux quelque part avoir des clients. Et j'ai discuté par exemple avec des start-up et des dirigeants de start-up qui se plaignent du délai dans le dépôt de projets et lorsqu'ils sont retenus, du délai de mise en place des crédits qui est beaucoup trop long par rapport à leurs besoins de développement technologique. Donc, ça, c'est des choses qui sont constatées tous les jours et qui vont quand même dans le sens de l'emploi. Par ailleurs, je voudrais dire aussi, sur la loi LME, il faudrait exiger de l'État que l'État tienne... Loi sur la modernisation de l'économie. Oui, sur les délais de paiement, que l'État tienne sa parole pour pouvoir payer les fournisseurs, que ce soit les petites entreprises ou par exemple les professions juridiques, parce que grâce à ça, la trésorerie de ces entreprises serait améliorée. C'est une piste. Donc, merci à vous pour ce premier débat sur le thème de l'emploi. On passe maintenant au deuxième chapitre qui, lui, va porter sur la politique des quartiers. Donc, on écoute sur cette thématique de la politique de la ville 2 autres candidates, Simone Arrigui pour Europe Écologie Les Verts, ainsi qu'Amélia François pour l'Union populaire républicaine. Sur les quartiers populaires comme sur tout autre sujet, bien entendu, on ne peut appréhender cette question que si on le regarde sur la base des 3 piliers de développement durable, à savoir la question évidemment économique, la question sociale telle que vous me la posez, et puis la question environnementale, les 3 étant intimement liés. Et on ne peut pas segmenter ainsi que ces populations et ainsi effectivement ces problématiques, comme l'a fait d'ailleurs pendant toute la campagne électorale le Front National, en ne donnant des réponses que pour un certain type de population ou un certain type de situation. Notre projet, c'est un projet englobant. Donc sur la question plus particulière que vous posez au niveau social,
Bien entendu, beaucoup de choses sont à faire dans les quartiers populaires. Beaucoup de choses ont été faites, mais on constate aujourd'hui quand même une situation d'échec. On ne peut pas continuer à ghettoiser les plus riches et surtout ghettoiser les plus pauvres. Donc repenser la ville, il faut absolument, impérativement, également contrôler les conditions de vie. Souvent, les gens dans les quartiers les plus pauvres vivent dans des conditions totalement insalubres. Donc ça passe par vérifier l'hébergement, le logement, vérifier un accès correct à l'eau, au chauffage, à l'électricité. Alors, on vient de parler emploi. Alors, pour ce second débat, qui va porter donc sur la politique de la ville, celui du taux de chômage dans les quartiers de Bagatelle, La Faouette, Papus et Ampalo. Il est de 32,5%. Alors, que fait-on face à ce chiffre? Que fait-on? Est-ce qu'on continue d'activer les dispositifs qui sont mis en place actuellement ou est-ce qu'on en invente de nouveaux, Manuel Bompard? Sur l'emploi, c'était l'objet de notre premier temps de discussion. Il faut créer des emplois. Et plus particulièrement sur ces quartiers. Ensuite, dans les quartiers populaires dont on parle, et notamment les quartiers populaires de notre circonscription, d'abord, il y a effectivement des gens qui sont en recherche d'emploi. J'ai essayé de présenter comment je proposais de créer des emplois dans ce pays. Il y a aussi des gens qui ont un emploi, mais qui ont des rémunérations trop basses. Il faut augmenter les salaires. Et pour ceux qui n'en ont pas, là, on est sur la question du chômage. Ceux qui n'ont pas d'emploi, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, je vous dis, investir 100 milliards d'euros, partager l'emploi. Dans notre circonscription, nous avons un investir, hôpital. c'est-à-dire de la commande publique pour que sûr. les entreprises, PME, TPE locales puissent travailler. Bien sûr, il faut investir de l'argent public, il faut redynamiser les services publics. Mais l'Europe interdit les clauses de préférence locale. Non mais attendez, moi je suis favorable et je défends un programme qui consiste à la désobéissance avec les traités européens, je m'en cache pas. Je pense qu'il faut remettre en cause la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui, qui nous amène dans le mur, et je pense qu'il faut renégocier les traités un par un, et pour ça il faut ce que nous avons appelé le plan A et le plan B, c'est-à-dire l'idée qu'on négocie avec nos partenaires européens la remise en cause des traités, notamment qui interdisent l'investissement public, qui empêchent effectivement l'investissement public, et dans l'hypothèse où ça ne fonctionnerait pas, on utilise le rapport de force pour construire un autre partenariat européen avec d'autres pays. Donc, mais là, on est parti un peu loin du sujet. Donc, il faut investir de l'argent public. Il faut le faire aussi dans les services publics. On a dans notre circonscription un hôpital, par exemple, qui est aujourd'hui sous-doté en effectifs. Quand vous allez à l'hôpital Rangueil aujourd'hui, c'est difficile pour les personnels. Il faut donc embaucher des personnels. Il faut remettre des services publics dans les quartiers populaires et embaucher également. Et puis, nous, on propose un dispositif qui s'appelle l'État employeur en dernier ressort, qui est une manière qui a été expérimentée par des associations, notamment ATD Quart Monde, et qui consiste à faire en sorte que le chômage de longue durée soit résorbé par le fait qu'en dernier ressort, l'État propose un emploi dans le sens de l'intérêt général pour ceux qui n'arriveraient pas à en trouver un. Christophe Borgel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les dispositifs mis en place ne fonctionnent pas, n'avancent pas sur les quartiers? Il y a trois choses qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il y a un niveau de formation qui est inférieur à la moyenne. La deuxième, c'est beaucoup de gens qui trouvent un emploi ont comme premier réflexe de quitter le quartier parce qu'ils ont les moyens d'aller habiter ailleurs, ce qui fait que bien que des gens trouvent un emploi, le taux de chômage ne diminue pas. Et puis le troisième élément, c'est un élément de discrimination qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on a dans ces quartiers pas simplement des jeunes en difficulté, mais des jeunes diplômés du supérieur, à Bagatelle, à Ampalo, et n'oublions pas Tabar, la Cité du Parc, qui sont aussi des quartiers de la circonscription. Et qu'on ne recrute pas parce qu'ils viennent de ce quartier. Parce qu'ils viennent de ces quartiers ou qu'ils ont un patronyme qui rappelle que leurs parents, leurs grands-parents, depuis plusieurs générations, sont venus dans notre pays, même si eux-mêmes sont français. Alors qu'est-ce qu'on met en place pour lutter contre ça? Il faut traiter l'ensemble. Il y a les éléments qu'on a évoqués de manière générale, on y revient, investir, former, accompagner. Dans ces quartiers-là, l'accompagnement est essentiel. Et on a des associations dans la circonscription, la Maison des chômeurs à Rangueil, Partage à Bagatelle ou à La Faouette. Et ces associations, il faut qu'elles aient les moyens. Et ce n'est pas qu'un problème de politique nationale. Quand la mairie de Toulouse, avec son maire actuel, diminue dès le début du mandat les moyens de ces associations, on ne rend pas service aux gens de ces quartiers qui connaissent le chômage. Par ailleurs, dans ces quartiers, il y a bien sûr des problèmes d'emploi, mais il y a aussi des problèmes de sécurité. Il faut remettre du monde sur le terrain. Pas simplement un plan avec des caméras. Moi, je ne suis pas opposé aux caméras. Hein. Ça peut servir, c'est un outil comme un autre. Mais il faut remettre de la police de proximité. Sinon, rue des Mouettes, les halls occupés en Palo, les parkings occupés à Papus ou les voitures brûlées, une vingtaine depuis 6 semaines à Bagatelle, ça va continuer. Et ça pourrit la vie des habitants
comme les quads et les mini-motos, tous les soirs, Oui, tous les soirs, les dès qu'il fait beau. incivilités au quotidien qui pourrissent la vie, vous l'avez dit. Alors moi, je me félicite d'entendre Christophe Mais oui, moi Borgel aussi. parler de ce genre de problématique, parce qu'effectivement, Tout le long du mandat, j'en personnellement, parle, madame, tout le long du mandat. tout le long du mandat, mais pour l'instant, malheureusement, les résultats ne sont pas là. C'est ça. Moi, effectivement, je pense qu'il faut remettre les Un forces peu de policiers l'ordre. supprimés par le gouvernement que vous avez soutenu avant. Hein. Écoutez, c'est possible. Et des Mais médiateurs ceci sociaux dit, et supprimés par celui médiateurs, encore exactement. avant. Donc en fait, on n'a jamais Donc, vraiment bien compris à quoi servaient les Effectivement, je crois médiateurs qu'il faut sociaux et la police remettre de les proximité. forces de l'ordre on a en compris. présence avec la vidéoprotection pour mettre fin aux petits délits qui empoisonnent la vie des gens et au trafic illicite. Qu'est-ce qu'on fait? On rétablit la police de proximité qu'avait supprimé Nicolas Pas Sarkozy? simplement, et d'autres forces qui viendront, effectivement. Vous parlez de tolérance passer zéro sur les dans trucs. dans votre programme. Tolérance zéro, c'est-à-dire quoi? La justice fait pas son job, on arrête et on ressort sans être poursuivi. Justement, Ça veut dire quoi, le tolérance problème, zéro? la tolérance zéro, c'est que les récidivistes ne sont pas sont relâchés et ne sont pas punis à la hauteur des peines qu'ils devraient encourir. Donc tous ces gens-là, comment voulez-vous remettre le goût de l'effort et l'initiative au travail quand vous avez des gens, des petits délinquants qui vont gagner en une semaine ce que des personnes insérées dans le monde professionnel vont gagner en 3 mois? Est-ce que vous pensez que c'est incitatif? Sandrine Merck, sur ce chapitre de la politique de la ville et l'aide au développement des populations de ces quartiers. Je pense que les politiques précédentes ont vraiment, on a le constat sous les yeux. Quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait Non, si mais- tout ce qu'on a tenté n'a pas marché pour l'instant? Alors, Qu'est-ce qu'on a remettre- mal fait ou qu'est-ce qu'on devrait faire? Remettre de la police de proximité, ça me paraît complètement discours évident, facile. puisque la police de proximité Rien n'a est été fait avant que l'œil j'arrive. et l'oreille, je veux dire, de la population. Donc c'est celle qui va renseigner effectivement si les dérives commencent à arriver, et c'est celle qui va aussi aider et épauler les gens dans cette situation. Les médiateurs sociaux, moi sur 30 ans, j'ai vu des médiateurs qui avaient été licenciés de la mairie, alors que c'était justement le lien parfait pour cette population de jeunes souvent sans espérance. Moi, c'est près de 40% de jeunes qui sont au chômage quand même, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas accès à la formation. Est-ce que vous établissez un lien entre Non mais insécurité et attendez, chômage? je finis juste. Moi, je pense qu'on se trompe un peu de débat sur ces quartiers-là. Alors, j'ai pas la science infuse. Je pense que on passe notre temps à essayer de parler de mixité sociale, à parler de cohésion. Moi, je pense que ça, ce sont des résultantes. Il faut d'abord travailler sur le logement, l'accessibilité à la propriété. Il faut qu'on parle d'éducation, j'imagine qu'on en parlera juste après, et qu'on parle d'emploi. Voilà, c'est tout. L'emploi, il faut l'accès à la formation professionnelle. C'est 15 milliards d'euros proposés par Emmanuel Macron qui iront en priorité aux chômeurs longue durée et aux jeunes, justement, qui manquent de formation. Rapidement, sinon on n'aura pas Et le puis, temps de c'est parler aussi la du reste. création des emplois francs, c'est-à-dire des emplois qui ne seront plus Sans dans charge les et entreprises, fiscalisés, ouais. qui seront plus dans les Au cadeau entreprises aux entreprises. in situ, des entreprises qui seront à l'extérieur et qui auront une prime de 15 000 euros pour un CDI 3 ans, pour dire... Non, mais attendez, je finis juste mon idée. Rapidement. Pour proposer à des jeunes de travailler à l'extérieur du quartier et revenir avec une fierté de ce qu'ils ont accompli. Voilà, c'est ce que font déjà beaucoup d'écoles. On a je veux dire. compris. Christophe Borgel, vous êtes en retard au niveau du temps de parole. Oui, je crois qu'il faut, j'entends depuis le début de ce débat, venant de Mme Merck, une espèce sur chaque sujet, c'est maintenant, pardon, Marc, maintenant que nous arrivons, c'est tout nouveau et tout va aller non, bien. mais on fait un bilan sur ce qui ne marche pas, Oui, mais hein. bien sûr, il faut le faire, mais de façon... C'est désolant que ça ne marche pas. J'ai pas dit que j'avais la science Non, mais infuse. il faut le faire, le bilan de ce qui ne marche pas. Mais dans les quartiers de Bagatelle et C'est- d'Ampalo, dans la circonscription, il y a des grands plans de rénovation urbaine Ça marche. qui ont été ça initiés. marche très bien. Donc, Sur le bâtiment, ça marche. C'est n'ayons- sur l'humain que ça je marche vous assure, pas. ça va être plus facile si vous arrivez à écouter Mais je vous 3 écoute. phrases de certains de vos Allez-y. concurrents autour de cette table. Je ne sais pas comment vous Exprimez-vous, faisiez quand allez-y. vous interviewez, mais Allez-y, c'est compliqué. Christophe Borgel. Dans ces quartiers-là, il y a des plans de rénovation urbaine. Et donc, il faut à la fois être lucide sur les difficultés, mais ne pas avoir un discours sur ces quartiers comme si tout y allait mal. Je l'ai dit pas tout du à l'heure, tout. il y a des jeunes au chômage. Mais bon Dieu, dans ces quartiers, il y a aussi des diplômés, de très brillants diplômés du supérieur. Bien sûr. Il y a des habitants qui connaissent du chômage de longue durée. Mais il y a aussi des gens qui ont de très belles réussites en montant des entreprises. Et donc, il faut être capable de voir les deux. Il y a un point sur lequel je vous rejoins parfaitement. C'était une idée portée par Dominique Strauss-Kahn à l'époque, il y a longtemps, c'est celle des emplois francs. C'est-à-dire l'idée qu'on attache l'aide à la personne qui est embauchée, ce qui, contrairement aux zones franches,
garantit que ce sont bien des habitants des quartiers qui sont embauchés. Merci à vous quatre d'avoir accepté ce débat qui est déjà terminé sur la politique de la ville. On passe maintenant au thème de la transition écologique. Je suis désolé, mais sinon on n'aura pas le temps de parler évidemment des deux autres thèmes qui nous intéressent ce soir. Alors cette 9e circonscription de Haute-Garonne est aussi traversée par le périphérique toulousain, souvent saturé à cet endroit, symbole de ce problème de transport sur l'agglomération. Et rappelons aussi que cette 9e circonscription de la Haute-Garonne a été frappée de plein fouet par la catastrophe de l'usine AZF. Précisons également que 2 sites Céveso sont encore installés sur ce territoire. Alors on écoute la proposition du candidat lutte ouvrière, Henri Martin, sur cette transition écologique. Tant que justement ce sont des grands groupes comme les Total, les Bouygues, les cimentiers comme Lafarge, qui décideront de ce qu'on doit produire et comment, eh bien ce sera toujours catastrophique. Et nous pensons que justement, tant que c'est eux qui décident, nous irons de catastrophe écologique en catastrophe planétaire. Donc il faut remettre en cause leur toute-puissance sur l'économie. C'est aussi vital pour nous. Alors, quelles solutions concrètes chacun de vous pourrait apporter en tant que député sur la transition écologique, à la fois évidemment, on le sait, au niveau de la planète, mais aussi, pourquoi pas, au niveau local? On débute ce débat avec vous, Sandrine Marc. Alors, concernant les propositions d'Emmanuel Macron, et après je reviendrai sur l'endroit où j'habite et qui est directement concerné par cette problématique, la transition écologique, c'est sa priorité aujourd'hui. 2016 a quand même été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Il a nommé Nicolas Hulot comme ministre de l'Environnement, je pense que c'est quand même un signal fort, et il propose 15 milliards d'euros d'investissement pour la transition écologique et énergétique. Voilà. Je pense qu'aussi le recul des États-Unis sur les accords de Paris marque aussi le leadership que la France a envie de prendre en la matière. En ce qui concerne la thématique locale, c'est vrai qu'on a la rocade, on a des couloirs aériens qui impactent la qualité de l'air et de nombreux habitants, notamment à Papus, à Tabar, et qui souffrent des nuisances sonores également. La pollution des sols, due à des activités anciennes dont je vais parler, exactement. Chimique. Les traitements chimiques qui altèrent la santé des agriculteurs. Il faut dire quand même que les nuisances sonores dues aux avions ont considérablement diminué depuis 20 ans. Ouais, enfin, ils ont été diminués par 2, et je suis bien placée pour le savoir. C'est pas faux, mais il reste des quartiers totalement défavorisés comme Tabar ou Papus qui vivent collés à la rocade et sous le couloir aérien et qui ont des problèmes de santé, je dirais même. De santé. Non, mais je termine. Je termine. Donc, la thématique locale, donc sur AZF, évidemment, il faut renforcer la surveillance des sites Céveso. Il y a Safran Héraclès avec son carburant spatial. Il existe déjà des dispositifs pour améliorer la situation de ces sites, des dispositifs de contrôle qu'il faut renforcer. Il faut renforcer le retour d'expérience également, et ça c'est pareil pour l'entreprise Linde, qui fait du gaz industriel et médical. Et puis, moi, je pense que je défendrai un projet de loi pour un dispositif d'assurance catastrophe technologique et pas uniquement catastrophe naturelle, voilà, pour que les gens soient indemnisés un petit peu plus rapidement, parce que c'est quand même ce qui a choqué beaucoup au niveau d'AZF. Concernant le site de Toulouse-Braqueville... Non, on va pas tout lister, on ne peut pas tout lister, Sandrine Marc. On a bien compris. Simone Posin-Fournier. Je crois que la transition énergétique, de toute manière, n'est pas un sujet de droite ou de gauche. C'est quelque chose qui doit se traiter sans préjugés idéologiques et sans idées, partisanes. Je pense que Nicolas Hulot est bien placé pour tenter de rassembler vos propositions, alors, Simone Posin-Fournier. Les propositions... Vous laissez ça dépend, vous pouvez être d'accord avec Nicolas Hulot aussi. Je voterai et je m'inscrirai dans la transition énergétique et dans les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'hydraulique, la géothermie ou l'éolien. Dès l'instant où, à un moment donné, il y a 50 ans, le général de Gaulle avait pris l'option de mettre le nucléaire pour assurer l'indépendance énergétique, il faut que maintenant on établisse un plan pour les 50 ans à venir pour pouvoir effectivement, progressivement, sortir du nucléaire et aller vers la transition écologique. Mais il faut aussi que les nouvelles technologies en question aient des rendements suffisants pour pouvoir être performantes.
Alors vous allez faire plaisir à Emmanuel Bompard sur la sortie du nucléaire, parce que c'est vraiment y ce compris qu'il sur- met dans son Dans programme. 50 ans. Y compris sur l'idée de planifier. Moi, je suis d'accord avec madame sur le fait que la transition écologique, il faut la planifier dans le temps. On changera pas, on va pas faire le 100% d'énergie renouvelable que l'on propose demain. Et nous, on propose de fixer un objectif 2050 pour organiser la transition énergétique vers le 100% d'énergie renouvelable. On le fera en développant et en montant en puissance les énergies renouvelables, on en a parlé tout à l'heure, ça créera de l'emploi. On le fera aussi avec des politiques de rénovation thermique des bâtiments qui ont un impact à la fois écologique et à la fois social. Parce qu'aujourd'hui, c'est les personnes les plus modestes qui payent les factures d'électricité, les factures de gaz les plus importantes. Parce On qu'ils vient sont de dans parler des quartiers populaires voilà. où il y a Non, mais énormément de c'est pour ça bâtiments qu'on est rénovés. d'accord. Attendez, oui, Là-dessus, on mais est j'ai pas tous dit qu'on d'accord. n'était On est tous pas, d'accord. j'ai pas dit qu'on Il n'était faut pas tous inciter les d'accord, madame. collectivités, Sauf que quand on parle de rénovation des bâtiments, on va parler aussi de rénovation phonique des bâtiments dans les quartiers populaires bien dont sûr, on parle, puisqu'ils sont survolés par le couloir aérien. Et là, Exactement. on peut sans doute avoir tous les bonnes intentions. Après, il y a la réalité des politiques qui ont été mises en place. Dans le dernier quinquennat, M. Montebourg a enclenché la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui a terminé M. Macron. Depuis la privatisation de l'aéroport, il y a eu une augmentation du trafic aérien de 18%. Mais c'est pas vrai, Il y a ça. aujourd'hui, bien sûr que c'est vrai, Non, vous c'est co- totalement, vous co- c'est un chiffre totalement vous faux. consulterez toutes les études et si vous voulez, les gens qui nous écoutent le vérifieront sur Internet. Nous avons 21 vols de nuit aujourd'hui dans notre Les vols de nuit circonscription. sont des choses Est-ce sur que vous lesquelles- êtes favorable Oui. à interdire les vols de nuit? Est-ce Alors, que vous êtes favorable à revenir sur justement, la privatisation de l'aéroport? peux répondre Parce que là, c'est Sur les- concret. laissez-la Là, c'est répondre. pas des... mais je vais la Sur les- laisser répondre, mais je vais aller quand même au bout. Et là, c'est concret. C'est pas juste des bonnes intentions, c'est des politiques réelles. Et dernière chose, et ensuite je vous laisse répondre parce que j'aimerais bien juste pouvoir aussi développer mon propos jusqu'au bout. Je pense qu'il faut relocaliser l'activité économique. Il faut faire en sorte d'arrêter ce truc hallucinant qui est que des marchandises font 3 fois le tour de la planète avant de venir dans le magasin à côté de chez nous. Relocaliser l'activité économique, Les c'est circuits courts. les circuits courts. Bien C'est sûr, bien empêcher le CETA et le TAFTA que M. Macron veut entériner, qui au contraire consiste traités à commerciaux. supprimer les traités de commerce, libre-échange, qui consiste au contraire à supprimer toutes les normes sociales et les normes environnementales. Donc vous voyez, l'écologie, on a tous sans doute des bonnes bien intentions sûr. sur le sujet, Alors- mais ensuite il y a la réalité des politiques mises en œuvre. Bon, Bah, répondez en 2-3 phrases, Sandrine Merck, sur, Sur le local, je veux dire, le fret SNCF qui fait 100 000 vols de semi-bennes nuit. par an. Sur les vols de non, nuit, mais les vols attendez. de nuit. Non, attendez, on ne repart Alors- pas dans un inventaire parce que Mais non, mais Christophe il vient- Bourgel n'a il pas vient encore d'en parlé. parler. Répondez Alors, à pas, je sa réponds question sur le vol de nuit, mais nuit. je répondrai quand même sur Et les ensuite, bennes. ensuite, on Le laisse vol parler de Christophe nuit, ça Bourgel. fait partie exactement des choses sur lesquelles j'ai envie d'intervenir parce que c'est pas pensable que des gens ne puissent pas dormir dans des faisceaux horaires qui Et la sont de plus en plus privatisation de réduits. C'est l'aéroport tout. La privation de l'aéroport, voilà, je Mais le. parce que ça en est la conséquence, Mais madame. non, Parce que pas si du tout, l'aéroport mais est ça n'a rien privatisé, à vous voir, ne vous pouvez mélangez plus. Vous ne tout. pouvez. Bah non, Mais je vous ne ne mélange pas vous tout. mélangez tout. À partir du Allez, moment où vous avez un l'aéroport, pouvoir c'est- d'intervention, Emmanuel suffit. Macron on l'a reste sur le fait, sujet je de le l'écologie, laisse. En mais on revanche, redescend en ce qui sur terre et concerne- penser des vaches. Christophe Bourgel, vous mettez en avant l'importance des réseaux ferrés. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis là-dessus? En quoi est-ce que la question écologique peut trouver une réponse dans nos modes de transport, et notamment sur les questions ferroviaires? Oui, mais peut-être quand même un détour national, parce que j'entends que c'est une priorité. Mais le Premier ministre, nous étions députés ensemble quand il y a eu une loi sur la transition énergétique. Je l'ai soutenu, j'ai voté pour. Lui ne l'a pas fait. Lui ne l'a pas fait, la loi sur la transition énergétique. Oui, il y a M. Hulot au gouvernement, mais il y a un Premier ministre qui a refusé de voter cette loi. Et donc, il y a une vigilance à avoir pour ceux qui sont pour. Je disais tout à l'heure à l'Assemblée nationale, je serai vigilant, en particulier sur cette question. Il y a eu, ces 5 dernières années, une loi sur la transition énergétique qui fixe des objectifs pour aller vers les énergies renouvelables. La COP 21, une loi sur la protection de la biodiversité, une loi sur les circuits courts en alimentation. Le boulot d'un député, c'est de veiller à ce que les lois soient appliquées. Ça fait Mais quoi, il y a partie de de- l'hypocrisie là? Non, On je fait dis des pas textes, ça. on les Non, applique pas? Je dis qu'il y a des tas d'objectifs à appliquer dans les années qui Mais viennent. qu'est-ce que vous avez fait? Et donc, qui sont bornés dans le temps, qui disent en 2020, en 2022, voilà où on en doit être. Les députés, dans la prochaine mandature, devront faire leur boulot de veiller à ce que les calendriers fixés dans ces lois soient bien appliqués. Mais alors ça, c'est Soient bien formidable, appliqués. parce que moi, j'habite à Roquette-sur-Garonne. La et pollution. en l'espace sur- de 5 ans, j'ai perdu sur une la- heure c'est de une ma émission, vie. C'est une Voilà. émission que pour Mme Merck. Allez-y, Non. allez-y. Il faut lui dire, quand elle quitte le Bah, nez de non. ses notes, elle interrompt les autres. Bah, dites-moi Allez-y, dites-moi allez-y, dites-moi ce terminez. que dites-moi ce que Terminez, vous avez fait sur Christophe ce Bourgel. que vous venez de dire là. Sur à la l'instant. situation locale. Je crois que le grand problème, on a parlé du bruit des avions, c'est un problème réel. Mais le grand problème qui menace Toulouse, c'est la pollution liée à l'encombrement de la rocade. Si on continue, si demain on a une 3e rocade, on aura les problèmes liés aux particules fines qu'on connaît dans la région parisienne, sur le périphérique parisien ou dans la vallée de l'Arve. Et donc, il faut démultiplier le ferroviaire, les transports en commun, et dans notre circonscription, pourquoi c'est pas il fait faut
faut... On est le parent pauvre dans Simone, la 9e Simone, circonscription. vous Pourquoi ça n'est pas Je fait? finis d'un C'est une mot, parce que évidence, vous avez ce que évoqué, vous dites. vous avez évoqué l'entreprise Ligne 2. Je voudrais, non pas sur l'écologie, mais sur le social, adresser un salut amical aux salariés de cette entreprise qui viennent de faire grève Bien sûr. parce que l'entreprise est menacée de restructuration. Mais pas à Portet. Simone, pour informer, cette ailleurs en rocade France. toulousaine, là, est-ce que c'est une Par rapport fatalité? à la rocade, je pense que Oui, la pas rocade, une c'est concernant ça. c'est Et puis en concernant. plus, c'est Jean-Luc Moudin qui Je est votre crois qu'il report faut- politique au Capitole. Oui, mais je crois qu'il faut aussi mettre l'accent sur les désengorgements entre le canton de Portet et le sud toulousain. Et pour ce faire, inciter à un cadencement SNCF, TER plus important et un Mais pas maillage simplement. territorial au niveau des bus. Il y a quelque bien chose qui sûr. commence à C'est se pas mettre ce en que fait place. Moudin, que Madame Potier. Attendez, c'est ce que vous justement- auriez pu porter c'est pendant que vous justement- étiez Mais à je l'ai l'Assemblée fait, nationale. je l'ai fait, Madame Burke, c'est un Mais problème j'ai perdu local. une heure, moi, C'est sur pas mes un problème, trajets. Madame. C'est Je pas un suis problème pas d'accord. d'Assemblée nationale. Il y a un Bah, moment c'est- donné, les je transports, sais bien que si. vous êtes nouvelle. Les Non, Madame, transports, non. si. C'est un Non, problème. ne parlez C'est pas de une la rocade politique. si vous-même, pendant Madame, 5 c'est ans, une ça n'a politique fait de que métropole. compliquer pour les gens. Je sais bien que vous êtes nouvelle, mais Non, ça mais vous- les gens en ont ça assez vous- d'entendre Madame, ça. Ils vous ont permet envie pas de passer moins de raconter temps dans leur n'importe quoi. transport et de ne pas être Oui, désespérés à l'arrivée. mais Voilà, c'est tout. un bus en site propre entre Muret et la station de Basso-Cambo, c'est un problème lié aux décisions de la métropole. Alors, C'est pas on va un laisser problème de répondre politique. Simone Eh ben, Poset appuyez-les. Fournier. Justement, Appuyez-les. Monsieur Borgel, il y a eu des discussions entre la communauté du Muretin et Toulouse Métropole. Et justement, ces derniers temps-là, il y a des bus et des cadencements de bus qui ont été mis entre Portet et le sud toulousain. Donc il y a quelque chose qui commence à démarrer. Il faut simplement l'amplifier. Vous êtes Exactement. d'accord avec moi? Donc il suffit pas simplement assez. que... Mais pas assez, effectivement. Et c'est le rôle À de qui? amplifier. C'est le rôle des comprends pas. régions et des départements. Mais quel est C'est le rôle l'intérêt aussi des quel est communautés de l'intérêt se de parler mettre des moyens en lourds dehors sur du une seconde partisan. rocade alors qu'on a Non, mais on besoin parle pas de de les ça, mais mettre dans la les seconde transports rocade, en commun alors, là. la seconde rocade, moi, si c'est pour le Rapidement, contournement, on conclura là-dessus. Entre le contournement, entre, par exemple, la voie qui va dans l'Ariège à Foix et la partie qui s'en va sur l'Espagne ou la route de Narbonne, enfin vers Narbonne, effectivement, si on avait un contournement qui évite de rentrer dans Toulouse, hein, et pour pouvoir dévier, faire cette déviation, ça éviterait l'engorgement. On a et- bien compris et les- votre et les position là-dessus. particules. Merci à vous quatre d'avoir débattu sur ce chapitre de la transition écologique dont on n'a évidemment pas fini de parler. On ouvre à présent le dernier chapitre de cette émission. Quel plan d'action pour les universités, pour les étudiants, sélection à l'entrée de certaines filières, de plus en plus d'étudiants obligés de travailler pour financer leurs études, au risque parfois de les délaisser. Sur cette 9e circonscription où vous êtes candidat se trouve l'université Paul Sabatier, qui vient d'être à nouveau pointée du doigt par la Cour des comptes comme étant dans le rouge au niveau de son budget. On écoute justement l'une de ces étudiantes qui vous interpelle et on en débat juste après. Moi, je suis étudiante à l'université de Paul Sabatier et j'ai souhaité savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de moyens débloqués pour les universités, parce que c'est quand même quelque chose d'important pour les futures générations. Alors, vous avez eu chacun ce soir la possibilité d'ouvrir un débat. C'est maintenant à vous, Manuel Bompard, de répondre à cette étudiante. Pourquoi pas plus de moyens pour nos universités ? Ben, je me pose la même question. En tout cas, moi, je suis favorable à ce qu'on mette davantage de moyens pour l'université. Nous, on propose dans le programme un doublement du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche en 5 ans, et notamment de prendre en charge par la puissance publique la gratuité de l'université, parce qu'une des difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui les étudiants, c'est l'explosion des frais d'entrée à l'université. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous l'avez dit dans l'introduction, de plus en plus d'étudiants sont obligés de travailler en même temps qu'ils font leurs études, et tout le monde sait que ça remet en cause leur capacité à aller au bout de leurs études. Nous, on est favorable donc à une allocation d'autonomie de 800 € par mois pour les jeunes entre 18 et 25 ans, et qui serait versée pendant 3 ans sous conditions de ressources, et puis bien sûr sous réserve que ça soit associé à une formation qualifiante. Et enfin, troisième problème auquel sont confrontés les étudiants, c'est la question du logement. Et donc il faut construire davantage de logements étudiants. Nous sommes favorables à construire 15 000 logements étudiants supplémentaires par an, de telle sorte à ce que, enfin, les étudiants dans ce pays puissent étudier dans des bonnes conditions. Bon, moi, ce que je peux répondre là-dessus, c'est que quand même, au niveau de l'université Paul Sabatier, il ne faut pas oublier que le précédent président avait assuré une mauvaise gestion de l'université en laissant dériver la masse salariale. Donc pour vous, il y a une responsabilité de Bertrand Montubert, l'ancien président, Tout à fait. qui est d'ailleurs membre du Parti socialiste.
Par exemple, oui. Enfin, ça, Par ailleurs. Par ailleurs. On Je a pense beaucoup que c'était pas- d'espoir dans Laurent Barbieri. Hein, mais effectivement, Laurent le Barbieri fait que les crédits de le recherche n'aient pas été engagés, le fait de Attendez, avoir on laisse une terminer mauvaise si on pose un adaptation à la nouvelle loi sur l'autonomie des universités, ça n'a pas favorisé, puisque quand il a pris l'université était en termes de bénéfices et ensuite en déficit. Donc, pour revenir à ce que disait Manuel Bompard, les logements à l'université Paul Sabatier, il y en a eu qui ont été créés récemment et pas mal de cités universitaires qui ont été construites. Donc, je pense que le problème, il est autre. Il est aussi que dans une filière professionnelle et dans une formation, il faut pouvoir mettre des critères qui évaluent la performance de la formation en termes de critères de débouché d'emploi à la sortie des étudiants. Ça remet aussi en cause le niveau du baccalauréat et l'adéquation entre l'inscription et la filière qui est visée. Parce que s'il n'y a pas adéquation entre ces deux, faire des études pourquoi, pour quelle finalité, et en fonction des attentes de la formation. Et ça, c'est un grave problème. Mais ça, c'est juste informer les étudiants, c'est coercitif. On va orienter les étudiants. C'est pas coercitif. Non. Je suis contre, par exemple, le tirage au sort parce que je trouve injuste et arbitraire. Je ne suis pas encore pour la sélection à l'entrée des universités. Mais simplement, il faut qu'il y ait une adéquation. Vous ne pouvez pas rentrer On a bien compris une adéquation entre la formation et les débouchés professionnels. Ouais. Christophe Borgel, sur cette question des moyens pour les universités. Des moyens, en l'occurrence, on est dans la 9e circonscription pour l'université Paul Sabatier. Toutes les universités ne connaissent pas la même situation. L'université Paul Sabatier, elle a des problèmes de restructuration de son domaine, un grand projet immobilier qui coûte énormément. Elle connaît bien cette réalité. Et elle a, alors qu'elle avait connu des baisses d'effectifs, comme beaucoup d'universités scientifiques, elle a une augmentation considérable de ses effectifs, prévoit à la rentrée prochaine, notamment en biologie et en STAPS. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de gestion dans cette université, mais on a là un risque qu'elle soit vraiment dans le rouge. Et on ne peut pas lui dire « accueillez plus d'étudiants » et ne pas lui donner de moyens. L'année dernière, je m'étais adressé à M. Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. J'ai obtenu des moyens supplémentaires. Je viens de le faire à nouveau pour la prochaine rentrée scolaire. C'est-à-dire des moyens supplémentaires, plus d'argent ? Plus d'argent, oui. En écrivant, à peu près ? Vous avez la somme en tête ? Ça, c'est un dialogue avec le président de l'université, mais en écrivant à la nouvelle ministre, Mme Vidal, pour lui dire il faut poursuivre l'effort. La direction de l'université fait de gros efforts, et ce n'est pas facile, pour remettre une bonne gestion à flot. Il faut les accompagner en ayant un peu plus, sinon on sera soit avec des étudiants tirés au sort, soit avec des amphis bondés. Et comme il ne faut ni l'un ni l'autre, il faut, pour la rentrée prochaine, et c'est ça l'urgence, en dehors de toutes les bonnes idées qu'on peut avoir, on en a tous plein, il faut pour la rentrée prochaine des moyens supplémentaires pour accompagner l'université Paul Sabatier. Monsieur Borgel, l'État ne fait pas tout. On ne peut pas le demander à l'État de tout faire. Il faut aussi que les universités développent l'alternance, récoltent et collectent de manière plus importante le taxe d'apprentissage via un partenariat entre public et privé. Et vous savez bien qu'à Paul Sabatier, je parle d'un moment d'urgence. Rapidement, et on attend les propositions de Sandrine Merck sur la question. Sandrine Merck, les universités, les moyens pour Paul Sabatier, mais peut-être pour les étudiants en général. Paul Sabatier date des années 60. Si on compare avec l'École nationale de l'aviation civile qui a été totalement restaurée et rénovée et qui offre un outil de travail formidable. Mais c'est pas comparable. Une université, une grande école, c'est parce qu'il y a eu des pressions aussi des contrôleurs aériens qui fait que cette école a été rénovée. Ils ont un budget beaucoup plus important et c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. La faculté est complètement vétuste et les jeunes ne peuvent pas se loger. Voilà, il va falloir travailler très sérieusement sur... Il faut travailler sur une accessibilité au logement pour les jeunes. C'est clair que c'est leur premier budget et c'est là que c'est le plus complexe. Et là, il y a vraiment du travail. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Autre chose, il y a aussi la santé. Moi, Comment on fait Attendez, juste mon suppléant, c'est Borane Ferjani, qui est donc issu d'un quartier, d'une communauté. Donc je conçois parfaitement qu'il y ait des intellectuels et des gens qui réussissent très 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 bien, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, parce que vous aviez l'air de le contester. Il est médecin. Il est membre d'une communauté. Quelle communauté ? Il est médecin. Quelle communauté ? Il est issu d'une communauté. Ah, voilà. Qui travaille donc dans tous les quartiers de Bagatelle, de la Reinerie. Il a son cabinet au sein de ces quartiers-là. Il connaît parfaitement. Il est français s'il se présente aux élections. Il est pas tunisien.
donc d'origine tunisienne, puisque c'était votre C'était la question. Et ensuite, voilà, lui alerte, et je le sais, sur la situation de précarité de plus en plus accrue des étudiants qui se nourrissent de moins en moins bien, à 40% qui ne sont pas La vaccinés. santé aussi. La santé des étudiants est aussi une précarité sur laquelle on peut travailler. Une des solutions, c'est aussi favoriser l'apprentissage et donner... Oui, à donner envie donner aussi de l'apprentissage, envie, parce qu'aujourd'hui, dans les donner envie. mentalités, c'est Non, pas mais- évident. Non, mais des places de également, licence. également, abaisser les charges sur les entreprises qui ont une démarche vertueuse, donc ça c'est du gagnant-gagnant, en investissant sur l'apprentissage, la formation, l'insertion, la diversité. Donc il faut du gagnant-gagnant dans les deux. Non, Emmanuel mais juste parce qu'on est passé aussi sur d'autres sujets, et c'est l'objectif du débat de balayer large, mais je trouve qu'il y a une difficulté, parce que là, vous venez de nous reparler du parcours de votre suppléant, qui est sans doute très respectable, mais à chaque fois, il y a quand même une contradiction entre vos intentions, qui sont sans doute très bonnes, et la réalité de la politique que vous soutenez. Là, on parle concrètement de la politique des universités, on parle de la santé. Vous supprimez 120 000 postes de fonctionnaires. Où vous allez les chercher? Dans notre circonscription, il y a une école à Rangueil, l'école maternelle. Il y a une 4e classe qui va être supprimée. Pourquoi? Parce qu'avec le dispositif de M. Macron, on allait concentrer plus d'élèves par classe, ce que je trouve bien, hein, mais sauf que ça se fait C'est pas forcément quelque chose qui a donné des bons résultats. Sauf que ça se fait au détriment. Bien sûr que c'est pour ça, et vous le savez très bien. Sauf que ça se fait au détriment des écoles, parce que vous voulez supprimer, moi aussi, monsieur, vous voulez supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Où allez-vous les chercher? Telle est ma question. Ce que propose Emmanuel Macron, et c'est aussi pour ça que j'ai été complètement séduite, c'est les 12 élèves par classe en CP et en CE1 dans nos écoles, dans nos 5 écoles de REP et REP+. Voilà, c'est tout. C'est Maurice Bécane, c'est Stendhal, il y a des enseignements spécialisés, il y a les rasages. Vous répondez pas à ma question, Le madame. collège est en REP. Madame, vous répondez pas à ma question. Non, je comprends très bien ce que vous vous me réponds dites, simplement que le mais je vous dis que ça se fait au détriment des de autres toute façon, écoles. vous allez trouver l'argent où? Vous me faites trop rire. Eh ben, de l'argent, il y en a beaucoup. Mais Vous voulez il y en qu'on a aille la beaucoup chercher où? entre 60 et 80 dans les milliards Alors, dans par l'évasion exemple, si fiscale, on revient- 20 milliards d'euros du pacte de responsabilité, D'accord, on peut mais les ça, c'est récupérer, non? facile. Ben non, c'est pas facile, Bon, ils alors, existent. écoutez-moi, vous savez quoi? Sur le campus de Rangueil, Oui. il y a un projet de construction de logements. Voilà, il y en a 80 000 au niveau de D'accord. Et l'État. Il y en a sur le logement pour le Et vous ne me Rangueil. dites pas où vous allez chercher les postes de fonctionnaires quand même? Dans l'école? Parce que là, j'ai pas répondu. vous êtes en train de me dire on va Je donner n'ai plus pas- de moyens à et l'université, plus de contrairement moyens à la à vous- santé, plus de moyens à l'éducation. Non, ah non, ça, c'est vous la qui police le de dites. proximité, mais à la fin vous nous dites Ah non, à la mais fin on va supprimer 120 000 c'est postes vous de qui avez le fonctionnaires. Vous allez aller pactole. les chercher. La vérité, il faut que les gens le C'est vous- sachent. c'est vous C'est qui que vous avez allez le réduire le pactole nombre de postes à d'enseignants, dépenser. vous allez Moi, je n'ai réduire les pas- moyens de l'hôpital public, vous allez Oui, réduire les bon. moyens de l'université. Ok. Et les gens vont Christophe beaucoup Bourgel. souffrir. Christophe Bourgel. Non, mais Non. Rapidement, on arrive près de la Non, conclusion. mais la question de Manuel Bompard, même s'il y a un Je petit n'ai pas côté- toutes les réponses, il y a un c'est petit clair, je ne suis côté- pas politicienne, moi. Mais il y a moi un- non plus, il madame. y a un Mais petit- si. il y a un petit Mais côté. pourquoi vous il y a- dites ça? Pourquoi vous dites ça? Bon, Il y a un petit allez, on côté laisse Yaka répondre, Faucon, Monsieur Borgel. par moment quand on l'écoute, on a l'impression que les milliards Exactement. tombent des arbres comme les cerises On en a ce bien moment, vu c'est que la vous étiez saison. un peu résigné, C'est monsieur la- Borgel. c'est mais la moi, je pense saison, qu'on peut aller mais, les Ah chercher. oui. mais Ça, c'est la certain. question de savoir, quand on veut supprimer 120 000 fonctionnaires, où est-ce que ça va être fait? C'est une question fondamentale. Parce que si on en met plus à l'hôpital, plus à l'université, plus dans la police, il y a un moment donné où ça ne tient pas. moi, je veux Donc, bien répondre. sa question, madame, elle ne peut pas être balayée d'un revers Mais de elle main sera pas en balayée, disant... même si je n'ai pas Laissez-moi Allez, on finir. laisse- Elle ne peut pas être balayée d'un revers de main en Répondez disant... rapidement, Moi, je ne suis pas Sandrine une Mercier. politicienne. Non, Le débat, il est vous dimanche. êtes candidate, L'élection. vous soutenez cette mesure, il faut un moment dire où est-ce que Allez, c'est supprimé. Christophe Bourgel, merci. Monsieur Borgel, Allez, pour conclure, Simone Posin-Fournier. quand vous parlez de suppression de postes, d'abord, c'est suppression en fonction des départs à la retraite et des non-remplacements, mais où les trouver? Effectivement, dans l'espace public. Mais c'est Et ça. vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des collectivités Mais territoriales, moi, je suis pas entre pour. le millefeuille Ah bah, peut-être. du département Je et suis le pas millefeuille pour. de la Merci. région, Je suis pas pour. effectivement, On a bien il y a compris. de- Alors, il y a de quoi le faire. débat sur les Et ça fonctionnaires suffit n'était pas à l'ordre du jour, Il y a mais de en tout quoi cas, faire des il n'a pas économies, en fini tout de cas, faire dans parler. ce On va garder millefeuille. votre phrase. Peut-être que la vraie décision, ce sera les électeurs qui la choisiront ce week-end. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté ces débats. On arrive au terme de cette émission avec une conclusion. Pour terminer, je vais demander à chacun d'entre vous quelle sera sa priorité s'il est élu député. En 1 minute, pas plus. On démarre avec vous, Sandrine Merck. Bon, moi déjà, je me réjouirais de faire partie des 50% de la société civile qui représenterait l'Assemblée nationale et d'être une femme, puisque cette circonscription était proposée à une femme il y a 5 ans et puis que finalement elle est réservée aux hommes. Je pense que je mettrais un focus extrêmement clair sur l'éducation, telle que l'a proposée Emmanuel Macron. Et je souhaite ardemment
ouvrir aux petites et moyennes entreprises la possibilité de pouvoir débloquer l'emploi. Voilà, ce seront mes 2 grandes priorités. Je pense qu'il faut absolument aller vers ce que les gens ressentent. Ils sentent les blocages, ils sentent les fermetures, ils sentent les attaques. Il y a une dynamique qui est lancée, il y a une espérance. Voilà, la droite, la gauche, tous ceux qui ont envie et qui ont des idées, puisque le territoire fourmille quand même d'initiatives qui sont excellentes, eh bien, faire en sorte qu'elles réussiront à arriver jusqu'à l'Assemblée nationale. Voilà, ça c'est mon ambition à moi. Merci à vous, Sandrine Meurck. Christophe Borgel, quelle priorité si vous étiez réélu député? Je l'ai dit dans ma profession de foi, je veux qu'on fasse de l'avenir de la planète une grande priorité nationale. Et on vient de le voir avec la déclaration du président Trump, et pas des États-Unis comme ça a été dit tout à l'heure, du président Trump, parce qu'on voit que les États-Unis ont envie de s'engager, la société américaine, les entreprises américaines, les États américains ont envie de s'engager dans la transition. Il faut en faire une grande priorité. Ce que j'ai compris dans le dernier quinquennat, en m'investissant sur ces sujets-là, c'est que les jours perdus, on est loin d'être sûr de pouvoir les rattraper. Et donc, ça doit être pour moi la priorité nationale. Il y en a d'autres dans lesquelles je m'investirai, la justice sociale, la lutte contre la précarité. Mais l'avenir de la planète, ça doit être une priorité nationale. Merci à vous, Christophe Borgel. Simone Posin-Fournier, quelle serait votre priorité si vous étiez Alors élu moi, député? ma priorité, c'est peut-être parce que lié à ma formation, mais que je pense qu'il est activement important de financer un grand plan de recherche et d'innovation qui sont les emplois futurs de demain, à la fois pour les technologies nouvelles, le numérique et la santé. Je peux juste lire pour ne pas me tromper, parce que je cite des sources. Quand on regarde l'évolution de la dépense intérieure de recherche et développement, comparée entre plusieurs pays en milliards de dollars, 2010 à prix constant et à parité de pouvoir d'achat, je compare simplement l'évolution entre 1990 et 2014 entre la France et l'Allemagne. En 1990, il y avait en gros 20 milliards de dollars d'écart. En 2014, nous en sommes du simple au double. 50 milliards pour 100 milliards en Allemagne. Ça laisse à penser que c'est effectivement ici qu'il faut mettre l'accent pour pouvoir développer nos sociétés et nos innovations qui seront les emplois du futur. Merci à vous, Simone Posin-Fournier. Pour terminer ce tour de table et cette conclusion, vous avez la parole, Manuel Bompard, pour nous dire quelle serait votre priorité si vous étiez élu député. Toujours difficile de choisir une priorité, mais je vais dire la lutte contre le chômage et le partage des richesses. Dans notre circonscription, comme dans le pays de manière générale, il y a de l'énergie, du dynamisme, des gens bien éduqués. Il y a des ressources pour amener notre pays de l'avant. Et je pense qu'il faut créer de l'emploi. C'est assez insupportable de voir tous ces gens qui sont en recherche d'emploi, qui ont du mal, que M. Macron veut contrôler, alors qu'en réalité, ils cherchent tous un emploi parce qu'ils ont tous envie de travailler, les gens dans ce pays. Et le partage de la richesse. Le partage de la richesse avec la réforme fiscale qu'on nous avait promis, qui n'a jamais eu lieu, qu'il faut mettre en œuvre. Et pour ma part, je suis favorable à une réforme qui permet à un impôt d'être réellement progressif, de chacun contribuer à hauteur de ses moyens et que 92% des citoyens payent autant ou moins d'impôts qu'aujourd'hui, qu'on taxe vraiment les plus riches dans ce pays, à l'inverse de ce que veut faire M. Macron, qui veut supprimer la moitié de l'impôt sur la fortune. Donc voilà, deux logiques différentes et je pense que les citoyens pourront se prononcer dimanche en connaissance de cause. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre avec nous, d'exposer vos arguments, de répondre les uns aux autres. On a ainsi pu aborder nos 4 thèmes du jour, hein. La politique de la ville, les leviers pour l'emploi, les universités et puis la transition écologique. Alors vous étiez 4 en plateau ce soir, mais vous avez également entendu 4 autres candidats en lice à travers des interviews. Mais ils sont 13 en tout à vouloir devenir députés sur cette 9e circonscription de Haute-Garonne. On voit leur nom s'afficher, on va les afficher en grand, voilà, comme ça vous verrez le nom des candidats ainsi que leur formation politique. Et comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour le 11 juin, donc dimanche, ce premier tour des législatives. Bonne fin de campagne à tous. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir ce débat sur notre site internet. Et puis,
Nous vous donnons rendez-vous dimanche soir, Laurent. Eh oui, grande soirée électorale, des duplex, des invités en plateau, évidemment, à flux continu, à gros bouillon sur notre site internet. Prenez de la vitamine C, hein, Patrick. Oui, dès 19h, vous pourrez suivre ce premier tour des élections législatives en Occitanie. Tous les résultats, toutes les réactions, les analyses jusqu'à minuit, c'est uniquement sur votre télévision régionale et sur son site internet. Allez, à dimanche et d'ici là, bonne fin de semaine. Merci. Merci. Au revoir.